J'ai un couteau, j'ai un étui, j'ai un téléphone portable, une arme de poing, une tablette de cannabis. On me dit de faire toutes les analyses nécessaires, utiles à l'enquête. Ce frottement va servir à récupérer un maximum des cellules qui auront été déposées en fait par la personne qui a tenu ce couteau. C'est du liquide rouge qui pourrait fort bien être du sang. À première vue, cette trace photographiée donnera quelque chose de très net et de bonne qualité. Là, on a plutôt des ovules de cocaïne, donc des gens qui ont fait du transport incorporé, ce qu'on appelle des mules, et comme ça qui en transportent 60, 80, 100 ovules. N'importe qui peut regarder des données sur un téléphone et en regarder les images, les SMS, etc. Par contre, faire la corrélation avec l'affaire qui est demandée ou alors trouver les données cachées ou effacées, ben ça c'est notre boulot. Il est 2h du matin, quelque part en banlieue parisienne. Frédéric, 45 ans, est un agent spécialisé de la police technique et scientifique. Il vient d'être appelé sur une scène d'infraction et retrouve un groupe de policiers déjà présents sur le site. On ne sait jamais sur quoi on est appelé. Une affaire, même quelle que soit sa qualification au téléphone, on peut tomber sur tout et n'importe quoi, en rapport ou non avec ce qu'on a été prévenu. Hop là. L'affaire concerne une tentative de vol de voiture dans un parking. Les policiers sont là depuis une demi-heure. Ils ont rejoint le témoin qui les a contactés. D'accord. Il y a du verre et puis il y a un bouchon partout. Je pense qu'il a utilisé une autre bouteille. C'est pas le même. Deux individus ont forcé le véhicule. Il y a un bris de vitre sur la porte côté conducteur. Et ils se sont échappés, ils se sont fait interpeller par le requérant, un témoin on va dire, témoin de la scène, donc qui a sollicité la présence des forces de l'ordre et on vient constater les faits. Une voiture braquée dans un parking, c'est somme toute assez banal et ça ne concerne pas Frédéric à première vue. Seulement, à bien y regarder, un détail l'intéresse particulièrement. C'est du liquide rouge qui pourrait fort bien être du sang au vu de la scène d'infraction. Je vais prélever ça immédiatement avant que ce soit pollué par quelqu'un qui pourrait marcher dessus par inadvertance. Les policiers, ici, ceux qui sont en tenue, ne sont pas aptes à réaliser ce type d'acte. Seul un agent spécialisé comme Frédéric en a les compétences. Grâce à son équipement, il peut maintenir l'intégrité des traces qu'il prélève. Voilà donc ce qu'on appelle un écouvillon, ce qui est destiné effectivement au prélèvement, tout prélèvement ADN, de liquide, de taches, voilà. C'est un coton-tige préservé dans un espace clos. Nous, on se cantonne dans la police scientifique à ramasser les traces et indices. Donc on doit apprécier dans sa totalité une scène d'infraction dans le but de récolter systématiquement chaque trace et indice pour faire avancer l'affaire et pour aider l'officier de police judiciaire parce que nous sommes avant tout une aide à l'enquête. Ce qui m'a séduit dans ce métier avant tout, c'est la nouveauté, la variété des interventions. En fait, il n'y a aucune routine. Ouais, il y a des traces de coups, là, effectivement. Ils ont forcé ici, là. Ok, bon, je vais refaire un prélèvement là-dessus. Là. Il faut s'attendre à tout, il faut être prêt à tout. Donc il faut être concentré, minutieux, observateur, attentif, pour ne laisser échapper un minimum de traces. Après les relevés de traces ADN, Frédéric termine par une recherche d'empreintes digitales, scientifiquement appelée empreintes papillaires, au cas où les braqueurs auraient laissé en plus du sang des traces de main sur le véhicule. Non mais il n'y a rien en fait. En effectuant ces prélèvements, Frédéric participe au premier plan au dénouement des affaires. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas lui qui va mener l'enquête. Les traces qu'il a relevées vont maintenant parcourir 500 km et finir leur chemin dans la région lyonnaise. 6. Nous voilà donc près de Lyon, dans la ville d'Écully. Derrière cette grille se cache le plus grand des 6 laboratoires français de l'INPS, l'Institut national de police scientifique. C'est donc là, sous haute sécurité, qu'une myriade de laborantins et de techniciens travaillent sur les prélèvements effectués sur le terrain. Au total, 160 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, qu'on a pour habitude d'appeler les
experts. Et s'ils travaillent ici près de Lyon, ce n'est pas un hasard. Lyon, c'est la ville berceau de la police scientifique et c'est là qu'Edmond Locard a conçu à la fois le principe et la structure. Le principe, il est tout bête, c'est ce qu'on appelle le principe de l'échange de Locard. Dès lors qu'un malfaiteur agit quelque part, il va laisser des traces de son passage ou sur sa victime ou sur les lieux où il a agi et il va repartir en emportant avec lui des éléments qui viennent de la victime ou des lieux où il a sévi. Alors ces éléments, ça va être des empreintes, de la génétique, des traces papillaires qu'il va avoir laissées sur place, ça va être des morceaux du génétique même de la victime qu'il va emporter avec lui, ça va être des frottements, de la terre, de la peinture, voilà. Tout ça, c'est le principe de l'échange de Locard, c'est vraiment la base de la démarche de la police scientifique. Mais attention, même accompagné du directeur, on n'entre pas comme ça à l'INPS. Il faut au préalable passer entre les mains d'un biologiste. Ici, c'est la règle. Personne n'est admis sans son test ADN. Et bien entendu, nous y passons aussi. Je vais vous demander de bien saliver, après de placer cette sucette sous votre langue pour bien l'humidifier. Catherine est technicienne en biologie. Si elle nous demande d'effectuer ce prélèvement, ce n'est pas parce que nous sommes des criminels, bien sûr. On postillonne, on tousse. Je pose ma main sur un bureau ou sur une paillasse. Je pose ma pièce à conviction ou mon scellé. Malheureusement, j'ai laissé trop d'ADN, mon scellé frotte et je peux mettre mon ADN sur ce scellé. Nous allons déposer cette salive sur un papier que nous appelons un papier FTA. C'est un papier buvard violet qui contient certaines substances qui nous permettent de déposer notre salive, faire éclater toutes nos cellules, empêcher les bactéries de se développer et capter uniquement l'ADN de nos cellules. Ce petit papier buvard est donc le sésame pour entrer à l'INPS. Nous allons enfin pénétrer le sein des seins. Après, Ce matin, un officier de police se présente à l'accueil. Bonjour. Il enquête sur une affaire de double homicide. Plusieurs indices ont été prélevés sur la scène de crime. L'officier amène les scellés pour analyse. Ok, je vois, couteau, étui, recherche papillaire. Bon, je vais être obligée d'appeler, oui, sur le couteau, je vois, d'appeler les experts pour vous expliquer un peu tout ça et puis voir les délais, ce que vous voulez faire. Très bien. Emmanuel ? Bonjour, c'est Joël. Je t'appelle parce que j'ai Monsieur Masson de la DDSP de Lyon. Joël travaille depuis 20 ans au sein de la police, dont 5 ici à l'INPS. Responsable de la cellule accueil et gestion des scellés, son poste est capital dans la chaîne de l'expertise. À elle d'attribuer les scellés à chaque section et surtout d'avoir le cœur bien accroché, car malheureusement dans ces cartons se cache bien souvent la misère sociale et affective. Chaque affaire peut avoir une résonance sur notre propre vie à nous, ou nos propres, pas souvenirs, mais voilà, ça peut avoir un impact. Et les anciens collègues sont partis parce que, voilà, c'était trop. Surtout quand ça implique des enfants. On a nous-mêmes des enfants, donc on se dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc il faut essayer de prendre du recul. Le contenu des scellés n'a donc rien d'anodin pour Joël, d'autant qu'il faut faire face aux experts et leur expliquer le travail. J'ai un couteau à analyser en bio et empreinte. Je crois que tu as vu avec Emmanuel. J'ai vu avec Anne-Françoise et Emmanuel pour le couteau. Donc vous n'avez que ce scellé-là à analyser. Oui, analyser. Les scellés de notre affaire de double homicide sont au nombre de 4. Des scellés dont nous allons suivre les analyses dans les différents laboratoires de l'INPS. Ceux des empreintes et de la biologie pour le couteau retrouvé sur la scène de crime. Des technologies numériques pour le téléphone retrouvé près de la victime. De la balistique pour l'arme retrouvée chez un suspect. Et enfin, de la plaquette de cannabis retrouvée chez ce même suspect. Mais comme les experts sont des gens très occupés, les scellés vont attendre quelques heures avant d'être analysés. Joël va donc les stocker aux côtés de milliers d'autres. Manifestement, à l'INPS, on ne manque pas de boulot.
qu'est-ce que j'ai? Donc voilà, donc une affaire de recel de vol où on a voilà, tout ça en scellé à analyser en biologie. Après, qu'est-ce que j'avais? Une roue l'autre fois, mais bon, elle est partie. On a des casques. C'est un casque, c'est un casque de moto. Après, j'ai des extincteurs, j'ai des tapis. Les experts ne travaillent pas seulement sur du scellé en rayon. Il y a aussi du scellé congelé. Oh, c'est un congèle comme à la maison, hein. Sauf que voilà, il y a plein de scellés. Des scellés hors normes, composés pour la plupart de restes humains, mais pas seulement. Le sang, des tissus, du bol gastrique, on ne peut pas le conserver à la température ambiante, ni au frigo, donc c'est congelé. Et quand le scellé n'est pas congelé, il est gardé en chambre froide à 10 degrés. Ici, tous les éléments provenant d'incendies ou d'explosions. On ne traîne pas en général. Ils analysent savoir s'il y a eu de l'essence, qu'il y a eu des produits inflammables. Donc il y a eu des prélèvements de matière, soit de matière calcinée, soit de vêtements. Et ils sont obligés de les conditionner de manière à pouvoir faire leurs analyses dans les jours qui suivent. Et c'est le froid qui permet ça. Joël nous entraîne maintenant dans un endroit où peu de caméras sont autorisées à tourner. Un endroit réservé aux seuls experts de la section concernée, le stock des stupéfiants. Et voilà Fabrice qui dirige la section. Puis après... Donc seules les personnes de la section ont accès à cette salle qui est la salle de stock dans laquelle on met tous les scellés qui soit sont en attente d'analyse, qui sont arrivés, soit qui sont déjà analysés mais qui sont en attente de restitution au service, ou bien qui sont en attente de destruction. Donc là on a un peu de tout ce qui est en attente d'analyse. Donc ça c'est les comprimés présumés de l'ecstasy. Là, on a plutôt des ovules de cocaïne, donc des gens qui ont fait du transport incorporé, ce qu'on appelle des mules, et comme ça qui en transportent 60, 80, 100 ovules. Donc c'est souvent des affaires douanières, soit des saisies, essentiellement des saisies d'aéroports d'ailleurs, Roissy, Orly, puisqu'on reçoit les affaires des aéroports parisiens ici à Lyon. Là, ce qui est sous la table, c'est essentiellement des affaires de cannabis qui nous arrivent en grosse quantité. Ça, c'est des affaires qui sont en cours de traitement ici sur la table. Donc là, on voit des plaquettes avec des logos, sorte de sapin. Du cannabis, il en sera question dans notre affaire, mais le plus urgent, c'est de détecter d'éventuelles empreintes. Nous voilà dans la section des traces papillaires, autrement dit la section qui analyse toutes les empreintes de la main, du doigt à la paume. Anne-Françoise est experte en traces papillaires et ce matin, elle va travailler sur le scellé numéro 1 de notre affaire. Un couteau, retrouvé au pied d'une des victimes. Les enquêteurs souhaitent identifier l'homme qui l'aurait utilisé pour la dernière fois. C'est un couteau de cuisine de marque Stainless, vraisemblablement maculé de sang sur, ici on constate, les deux faces de la lame. Ce couteau, je vais mesurer sa longueur totale, préciser la longueur de la lame et la longueur du manche. Toutes ces infos, bien sûr, serviront à la rédaction d'un rapport d'expert qui accompagnera l'analyse. Pour info, le couteau mesure 30 cm avec un manche de 12 et une lame de 18. Je vous laisse imaginer la scène. Maintenant, je vais examiner mon scellé. Donc, dans un premier temps, la recherche de traces papillaires se fait par détection optique, ici avec une source de lumière blanche à l'aide de cet appareil qui s'appelle le CrimeScope. Le CrimeScope est l'outil qui équipe la plupart des laboratoires de criminalistique dans le monde. Muni d'une lampe xénon, il émet une lumière blanche si concentrée qu'aucune trace ne peut passer entre les mailles du filet. D'ailleurs, Anne-Françoise vient d'en avoir une. Elle est localisée ici, là vous voyez, j'observe un dessin, j'observe une trace papillaire, une empreinte. La prochaine étape, c'est d'essayer de l'observer, cette trace, à une longueur d'onde différente, de manière à la mettre en évidence plus précisément.
Et pour mettre en évidence la trace plus précisément, le CrimeScope dispose de différents filtres. À une longueur d'onde de 400 nanomètres caractéristique de cette lumière violette, l'empreinte digitale se dessine remarquablement sur le couteau. À première vue, cette trace photographiée donnera quelque chose de très net et de bonne qualité. La belle trace comme celle-ci, et particulièrement dans le sens, c'est quand même relativement rare. Ce matin, Anne-Françoise est particulièrement chanceuse. Sur le couteau qu'elle photographie, une trace complète qui pourrait permettre l'identification du criminel. Donc ici, à droite, c'est la photographie de la trace en lumière blanche. À gauche, c'est la photographie de la trace à une longueur d'onde différente. Et ce qu'on remarque ici sur cette trace, c'est que les particularités sont beaucoup plus marquées. L'empreinte digitale est sur le point de livrer ses secrets. Les particularités évoquées par Anne-Françoise, ce sont ces formes que dessine l'empreinte. Aucune ne ressemble à aucune autre. Elles sont particulières à chaque individu. Pour nos experts, il faut en dénombrer au moins 12. 12 points de particularité que notre experte doit maintenant repérer. Ici, j'ai une particularité. On observe que cette ligne, elle bifurque à un moment donné et se divise. Elle n'est pas continue. Et le fait de s'arrêter à cet endroit est particulier au dessin. C'est un travail qui est intéressant. En fait, on est des artisans, ni plus ni moins. C'est un travail qui est un travail, on va dire, d'expérience. C'est au fur et à mesure, travailler les empreintes. Plus on en voit, plus l'œil s'adapte au dessin, aux particularités. On les repère plus facilement. Et pour les comparaisons, c'est beaucoup plus facile avec l'expérience. L'expérience, bien sûr, et hop, comme qui rigole, Anne-Françoise a repéré les 12 points. L'empreinte laissée sur le couteau a donc été analysée et identifiée. Dans ce cas, donc, ma mission s'arrête là. On a révélé une trace papillaire exploitable qui va être transmise à l'enquêteur pour exploitation. Anne-Françoise va donc envoyer ses conclusions au FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales. Si le criminel est déjà fiché, il sera aussitôt retrouvé. Cette comparaison peut prendre plusieurs semaines. Heureusement, d'autres expertises donnent des résultats beaucoup plus rapidement. Nous sommes maintenant au cœur de l'INPS. Ici, on appelle cette pièce le musée, et pourtant, elle n'est pas ouverte au public, bien au contraire. Cet endroit est le plus sécurisé du site. Il faut dire que sont référencées ici des milliers d'armes rangées par calibre, par marque, par époque. Vous n'en verrez jamais autant. Cette collection est unique en France. Les experts de la balistique l'utilisent régulièrement comme outil de travail. Par exemple, une réplique du deuxième scellé de notre affaire. Un Browning GP35 figure forcément ici. Cette arme de poing, retrouvée chez l'un des suspects de notre affaire, a-t-elle servi dans l'un des meurtres ? L'expert en balistique est capable d'y répondre. Donc, le mettre en sécurité. On va procéder à l'examen technique de l'arme. Cet examen consiste à vérifier le bon fonctionnement de l'arme, le fonctionnement mécanique, vérifier les marquages sur l'arme, donc le numéro de série, la marque, le modèle. Michel, 36 ans, est l'une des figures de la balistique. Son visage est bien entendu flouté et pour cause, Michel est un expert qui se déplace régulièrement sur le terrain dans des zones très sensibles. Sa connaissance des armes est totale, projection, rejet, mécanique. Il est même capable de reconstituer le scénario d'un meurtre rien qu'en examinant les éléments de tir, exactement comme dans les séries. Les experts de la télé ne correspondent pas aux experts de la vraie vie. Les analyses sont beaucoup plus approfondies et les résultats sont parfois beaucoup plus compliqués à obtenir dans la vraie vie que dans les fictions. Ce n'est pourtant pas le cas de notre arme. Donc, sous fort grossissement, à la loupe binoculaire, on observe des grains de poudre, un brûlé et quelques résidus de suie. Ce qui indique que cette arme a bien été utilisée.
C'est un premier indice, mais cela ne suffira pas aux enquêteurs pour confirmer si l'engin est bien celui du meurtre. Pour le savoir, notre expert en balistique dispose d'un autre élément très précieux. Le médecin légiste a remis aux agents de la police technique et scientifique une balle extraite du corps de la victime. A-t-elle été tirée par notre arme retrouvée chez l'un des suspects? Pour le savoir, Michel emploie les grands moyens. Alors là, on va à la gaine de tir. On va donc effectuer les tirs avec des cartouches à balles réelles pour récupérer la douille et le projectile. En clair, l'expert oppose les éléments de tir d'origine retrouvés sur la scène de crime à ceux qu'il effectue en laboratoire en se servant évidemment de la même arme. Là, c'est 2 cartouches réelles qu'on va donc utiliser pour récupérer des étuis, des projectiles, qui vont nous servir d'éléments de base de comparaison avec l'étui découvert sur la scène de crime. Il ne reste plus à Michel qu'à récupérer ses balles dans le caisson de tir. J'ai localisé le bloc de plastique qui a stoppé les 2 projectiles, on les voit ici. Donc je peux les extraire très facilement. Voilà, j'ai mes 2 projectiles tirés intacts. Et voilà, nous avons maintenant nos éléments de comparaison, nos 2 étuis percutés et nos 2 projectiles. On va donc comparer les étuis avec l'étui retrouvé sur la scène de crime et mes 2 projectiles, je vais les comparer avec le projectile extrait du corps de la victime. Dernière étape après le stand de tir, la salle du macroscope comparateur. Un double microscope haute définition qui va nous permettre d'examiner de très près les éléments de tir. Premier élément, la balle. En tirant, le canon de l'arme grave sur le métal des traits bien caractéristiques. Donc ici on voit les rayures, en l'occurrence on en a 6, qui font une certaine largeur et qui sont orientées vers la droite. En comparant les rayures de cette balle à celles retrouvées sur la victime, notre expert pourra confirmer ou non s'il s'agit bien de la même arme. Ce qui intéresse souvent les enquêteurs, c'est de savoir s'il y a eu utilisation d'une ou plusieurs armes. Donc là, effectivement, en comparant, on va pouvoir dire s'il s'agit de la même arme ou si on est en présence de 2, voire plusieurs armes. À gauche, le tir d'essai, à droite, le scellé. On va venir aligner chaque rayure pour retrouver la similitude. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, on a des zones de concordance. La partie importante, c'est la partie, on va dire, qui se trouve, ce qu'on appelle, nous, au cul de la balle, c'est-à-dire la dernière partie du projectile qui sort du canon. Parce que c'est la dernière partie à avoir imprimé le canon. Une étude comparative comme celle-ci peut prendre des jours si la similitude est imparfaite. Tout doit concorder. Et ça nécessite de souvent faire des pauses, passer à autre chose, revenir dessus. Et c'est là qu'on va découvrir des choses qu'on n'avait pas vues la première fois, qui ressortent lors d'une deuxième opération d'observation. Il faut être passionné pour faire ce métier parce que c'est pas toujours évident, mais on va toujours au maximum pour essayer de rendre un résultat qui soit le plus conforme possible à ce qu'on attend de nous. Et quelle que soit l'expertise, les experts confirment toujours leurs résultats. Si la comparaison de la balle apporte déjà un premier élément de réponse, reste à étudier l'étui percuté, autrement dit l'enveloppe de la balle. Sa base, appelée culot, donne aussi de précieux indices. On voit les défauts de la culasse qui sont venus s'imprimer sur cette amorce au moment de l'explosion. Ensuite, si je réduis mon grossissement, voilà, ici on voit apparaître ce qu'on appelle le plateau du culot sur lequel vient s'imprimer l'empreinte de l'éjecteur. Donc là, on est vraiment dans la similitude parfaite. On voit effectivement que toutes ces stries-là s'alignent les unes avec les autres. Et voilà, c'est confirmé. L'arme retrouvée chez le suspect est bien celle qui a servi à tirer sur la victime. Il se pourrait même qu'on retrouve son ADN. Seulement, ce n'est pas ici que ça se passe.
Donc là, voici notre vestiaire. Et ces dernières années, comme l'activité a énormément augmenté, on s'est retrouvé à réduire la place dans le laboratoire. Donc on a un vestiaire mixte. Mais ça se passe très bien, donc avec notre petit système d'ardoise, Chiga pour les garçons et Fifi avec la petite fleur pour les filles. Il faut juste vérifier qu'il n'y a personne avant de rentrer. Et si ça ne crie pas, c'est qu'on peut y aller. Et c'est en blouse blanche que nous allons opérer. Bienvenue en biologie. Une section qui s'est plus développée ces 10 dernières années, allant jusqu'à employer à elle seule le tiers du personnel de l'INPS et représenter, tenez-vous bien, 90% des activités du labo. Depuis 5 ans qu'elle est ici, Claire, qui est l'un des experts de la section, ne chôme pas. On a des affaires différentes, de nature différente, dans des contextes différents, donc forcément, on renouvelle un petit peu l'activité tous les jours. Et les techniques évoluant très rapidement, on a un métier qui est en perpétuelle évolution. Le responsable de toute cette agitation, c'est l'ADN, ou l'acide désoxyribonucléique. Tous les êtres vivants en sont constitués, les criminels n'y font pas exception, heureusement. Et l'avantage de l'ADN, c'est qu'on en retrouve partout. Par exemple, sur ces surfaces lisses, comme ces emballages de cannabis, eh bien les experts sont capables d'en retrouver grâce à de microscopiques bouts de peau laissés par les trafiquants. C'est le type d'affaires qu'on va traiter en commun et où la pluridisciplinarité du laboratoire est très importante parce que les emballages des stupéfiants sont d'abord passés aux empreintes pour la recherche de traces papillaires, arrivent chez nous pour les recherches de traces ADN. Dans le même temps, en fait, les plaquettes de résine sont analysées par les stupéfiants pour essayer de déterminer l'origine des stupéfiants. Chacun dans leur discipline, les experts conjuguent leurs travaux. C'est le cas pour notre couteau, rappelez-vous. D'abord passé entre les mains de la section traces papillaires, pour les empreintes digitales, le voilà maintenant à la charge de la biologie. Donc nos scellés sont stockés ici, dans une salle sécurisée, dont seules les personnes habilitées ont le code. Donc le scellé est ici. Il a été d'abord analysé par la section empreinte et il nous a été transmis, donc on va pouvoir le récupérer. L'objectif est très clair, rechercher sur le manche du couteau l'ADN du probable criminel. Salut les filles. Donc on manipule l'extérieur du scellé avec une paire de gants et on va en changer avant de prendre l'objet à l'intérieur. Pour ne pas en fait transférer de l'ADN de l'extérieur qui n'est pas protégé vers l'intérieur qui a été normalement protégé de toute source de contamination. Ainsi, Claire peut changer jusqu'à 50 fois de paires de gants par jour. Le but, c'est évidemment d'éviter tout mélange d'ADN et éviter aussi que Claire ne soit confondue avec le probable criminel de notre affaire. Ce frottement va servir à récupérer un maximum des cellules qui auront été déposées en fait par la personne qui a tenu ce couteau. Donc on récupère bien ces cellules en frottant partout, sur le manche, sur le coton-tige, et après on va transférer le coton dans notre tube identifié. Donc là, notre trace est prélevée et on va pouvoir essayer d'en extraire l'ADN. Les substances récupérées sont infimes, le tout sur un manche de couteau d'apparence lisse et propre. Là, on a rajouté à nos cellules du détergent et de la protéinase. Donc le détergent et cette enzyme vont servir à casser les cellules et tous les constituants des cellules. Claire obtient alors un liquide appelé LISA, où tous les constituants cellulaires, ADN compris, sont en suspension. Suite de l'opération, isoler l'ADN du reste des cellules. Attention, prenez des notes, c'est un peu compliqué. Et on va déposer ces LISA sur des petites colonnes, en fait des colonnes qui fixent spécifiquement l'ADN. Donc dans un premier temps, on dépose l'ADN sur les colonnes, il s'y fixe, on effectue plusieurs lavages de ces colonnes pour éliminer tous les autres constituants et on termine par une étape d'élution où on va décrocher l'ADN de la membrane. Donc on aura notre ADN purifié en solution dans un nouveau tube.
Voilà. Donc on ne s'improvise pas expert en 2 minutes. Bon, en résumé, pour analyser l'ADN, on ne garde que l'extrait pur d'ADN. Imaginez dans ces petits tubes du jus 100% de criminel. Il reste désormais à Claire à amplifier et à analyser l'ADN. Après 4 heures, le verdict tombe. On se retrouve dans un endroit nettement plus normal, entre guillemets, pour l'analyse génétique des profils. Donc tout ce qui a été analysé en bas va être récupéré à l'aide d'un logiciel. Voilà donc l'ADN de notre potentiel criminel. Ici, le sexe est la seule information visible. X pour la femme, XY pour l'homme. Là, ce profil correspond à la trace que l'on a prélevée sur le manche du couteau. Donc on peut en déduire que l'individu à l'origine de cette trace est de sexe masculin. Ces informations, ici à l'écran, représentent 99% du génome de notre potentiel criminel. Avec ça, impossible de le confondre avec un autre. Le travail de Claire est maintenant terminé, mais les analyses ADN, elles, poursuivent leur parcours. Claire va les transmettre dans ce bâtiment situé juste à côté de l'INPS. Le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Impossible d'y pénétrer, les 2,5 millions de traces génétiques qu'il détient sont classées confidentielles. Soit elles sont rapprochées d'un individu, auquel cas le requérant en est averti et nous demande de confirmer le rapprochement proposé par le FNAEG, soit cette trace ne correspond pas à un individu déjà présent dans la base et elle va être conservée dans la base jusqu'à ce qu'elle puisse être identifiée. Ce matin, remue-ménage dans les coulisses de l'INPS. Chaque mardi, tous les produits usagés quittent le laboratoire, direction la benne à déchets, sous les yeux avertis de Sébastien, chargé de l'hygiène et de la sécurité du site. Bonjour. En fait, c'est le fruit d'une semaine d'activité au sein du laboratoire. Donc, ce qui représente à peu près en kilos 200 à 300 kilos au minimum par semaine. Le déchet à l'INPS n'est pas celui de monsieur et madame tout-le-monde et son traitement fait partie intégrante de l'activité du laboratoire. Ici, évidemment, pas de pelure de banane ni d'emballage de lessive. En fait, ici, on a ce qu'on appelle les déchets dangereux, dits dangereux. Donc, on a les déchets mous, donc les blouses, les gants, les déchets coupants piquants, les produits chimiques. Ce sont des déchets qui ont été en contact à un moment donné de la chaîne d'analyse avec des éléments souillés, contaminés par des matières biologiques, des fluides biologiques, ou tout élément qui peuvent être pathogènes pour l'être humain. Des scellés issus de scènes de crime, ça peut être sale et parfois même dangereux. Nous avons toutes les hépatites, on peut retrouver toutes les hépatites, B et C notamment, le VIH, toutes les matières, je dirais, en décomposition qui peuvent apporter des bactéries non négligeables sur l'humain. Étant donné que les gens se protègent à l'arrivée et pendant l'analyse des scellés, on doit continuer dans cette logique-là, à ce que les déchets ne contaminent pas le reste, je dirais, du laboratoire et qu'on puisse les acheminer en toute sécurité vers le centre de destruction. Donc toute la chaîne doit être verrouillée à tous les points. Les experts travaillent constamment dans un univers à risque. C'est à Eric de s'assurer de la bonne tenue de leur laboratoire et du respect des normes de sécurité. Cela fait de lui l'un des maillons essentiels de cette chaîne d'expertise. On travaille dans l'ombre, on n'est pas forcément toujours en première ligne, mais on veille. On est là, on veille à ce que les choses se déroulent dans de bonnes conditions. On a un devoir, je dirais, d'anticipation et puis apporter toujours une réponse aux questions qui nous arrivent. Les déchets bientôt incinérés, on continue à travailler en toute sécurité. Labo des stupes. Voilà, donc les balances de précision.
pour le dosage de la résine, on travaille dans des tubes en verre comme ceci, et donc on fait nos pesées dans des petites barquettes en aluminium. Mylène est technicienne au laboratoire des stupéfiants. C'est elle qui aujourd'hui a pour mission d'analyser le 3e scellé de notre affaire. Un bloc de résine de cannabis retrouvé chez un suspect. Voilà, donc là j'ai atteint la masse désirée, donc on est à 9,38. Après 15 ans passés dans un laboratoire médical à analyser le cholestérol ou le diabète des patients, Mylène s'est vue ouvrir les portes de la police scientifique, un service qu'elle avait toujours rêvé d'intégrer. C'était une façon pour moi de me spécialiser, parce que j'avais déjà fait énormément de biochimie avant. C'était l'attrait de l'enquête, de l'aide à l'enquête qu'on peut apporter. Et puis c'est vrai que le laboratoire de police scientifique de Lyon est très dynamique. Et on est en perpétuelle évolution, donc pour nous, c'est vraiment très intéressant. 800 dossiers de stupéfiants sont traités chaque année par la section. Autant dire que Mylène en a vu passer des vertes et des pas mûres sur les paillasses de son laboratoire. Et s'il est une substance sujette aux fantaisies des trafiquants, c'est bien le cannabis. Là, c'est des nouvelles dimensions, donc des toutes petites plaquettes un peu plus épaisses, mais aussi avec un logo bien caractéristique. Donc là, c'était des plaquettes allongées. Là, grande dimension. Et donc des ovules de résine, comme on a des ovules de cocaïne. Et le plus malheureux dans tout ça, ce n'est pas la forme, mais la concentration des actifs. Alors, donc au niveau des plaquettes de résine de cannabis, donc on est à une teneur de principe actif. Donc les statistiques de 2011 donnaient l'ordre de 12%. Actuellement, on a une augmentation de cette teneur qui est de l'ordre de 20%. À savoir qu'il y a 10 ans avant, on était aux alentours de 6-7%. Le cannabis est donc beaucoup plus dangereux qu'avant. Pour quelle raison ? L'augmentation par 3 du principe actif, aussi appelé THC. C'est lui qui donne au cannabis son pouvoir psychoactif et que les experts recherchent dans les plaquettes. Sans ce THC, le bloc de résine peut avoir la couleur, l'odeur, mais il ne sera pas considéré comme un stupéfiant. Il faut être certain de l'identification. Il faut être sûr qu'on soit bien en présence de stupéfiants. Et pour être sûr, Mylène dispose d'un chromatographe, un appareil capable de séparer les molécules d'un constituant, de les identifier et d'en déterminer la masse. Bref, le chromatographe, c'est un peu la bête noire du trafiquant. Il voit tout, il sait tout, il dit tout. Donc voilà les résultats qu'on a obtenus sur l'identification. Donc on a confirmation de la présence de tétrahydrocannabinol, donc le delta 9 qui est le principe actif. Donc le THC a été identifié, donc la plaquette était bien de la résine de cannabis. Les taux se resserrent un peu plus à mesure que les analyses avancent. Notre dernier scellé devrait d'ailleurs livrer quelques informations très précieuses. Scanner. Ok. 12, 42, Oui. 000, 501. Je vais te le répéter. Ce code est celui du dernier scellé de notre affaire, le téléphone retrouvé aux abords de la scène de crime. À qui appartient-il ? Que peut-on y retrouver ? C'est la mission de Pascal et Johan, les experts de la section technologie numérique. La dernière à s'être développée à l'INPS en 2006. Ouais. N'importe qui peut regarder des données sur un téléphone et en regarder les images, les SMS, etc. Par contre, faire la corrélation avec l'affaire qui est demandée ou alors trouver les données cachées ou effacées, ben ça c'est notre boulot. Même s'ils renferment beaucoup de technologies, les deux experts sont habitués à ce type de téléphone de grande marque. Ils savent exactement comment rentrer dans ses entrailles et retirer toutes les informations.
On peut dire qu'aucun téléphone nous a résisté à l'heure actuelle. Tout commence par un petit coup de fil à l'opérateur. Oui, bonjour, laboratoire de police scientifique de Lyon. Bonjour, je vous appelle dans le cadre d'une ordonnance de commission d'experts pour obtenir un code de déblocage sur une carte SIM de chez vous. La carte SIM, c'est la clé d'entrée du téléphone. C'est elle qui va parler en premier et livrer les informations spécifiques au réseau mobile, autrement dit les données personnelles partagées entre l'opérateur et l'utilisateur. Il ne reste qu'à l'introduire dans ce lecteur de carte développé spécifiquement pour l'INPS et tout s'affiche comme par magie. Nous retrouvons le numéro de série qui est inscrit sur la carte SIM. Nous le retrouvons ici. Et nous retrouvons par contre un numéro qui est lié à l'opérateur qui permet d'associer un numéro d'appel. Ce numéro-là permet de pouvoir remonter à un abonné. C'est donc une information capitale pour les enquêteurs. Grâce à ce code, ils peuvent interpeller rapidement le propriétaire du téléphone. L'analyse peut durer de quelques minutes à, suivant la quantité de données dans le téléphone, à quelques voire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après la carte SIM, c'est la mémoire du téléphone, celle contenue au cœur de l'appareil qui va bientôt livrer ses secrets. Les 2 experts n'ont même pas eu à l'ouvrir ni à le décortiquer. L'autopsie du téléphone se fait grâce au lecteur de cartes, couplé à un logiciel spécial. C'est un peu la surprise à chaque fois, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et par moments, il y a certaines choses qui permettent de faire avancer l'enquête du juge, du magistrat ou d'un enquêteur. C'est exactement ce que nous cherchons à savoir. Y a-t-il dans ce téléphone un contenu susceptible de nourrir l'enquête ? Après quelques dizaines de minutes, voici le résultat. Toutes les données, journal d'appel, SMS, MMS, photos, tout y est, même celles que l'utilisateur pensait effacer de son appareil. Là, c'est exactement comme si on avait le téléphone dans les mains, on peut lire les SMS et suivre éventuellement une conversation entre différentes personnes. On tombe parfois sur des images qu'on aurait préféré ne jamais voir. De tout style de déviance sexuelle ou bien de plaisir morbide, on a des corps sans vie ou alors de la pédophilie à la zoophilie, parfois les deux entremêlés. Si il n'y a pas des données en rapport avec l'enquête, mais ça permet de cibler le comportement d'une personne. Pascal et Johan n'ont repéré aucune image compromettante dans ce téléphone. Mais leur travail ne s'arrête pas pour autant. Il leur faudra maintenant retranscrire toutes les données recueillies. Voilà l'exemple d'un rapport qu'on peut établir. Un rapport qui fait environ 250 pages. En matière de technologie numérique, les experts ne s'arrêtent pas au simple téléphone, bien sûr. La spécialité de cette autre équipe, basée, elle, à Marseille, c'est la caméra, ou plutôt les vidéos enregistrées par les caméras, notamment celles de surveillance. Il peut y avoir des cas où une scène qui est filmée est très loin de l'objectif, et auquel cas nous pouvons être sollicités pour aller essayer d'apporter des détails sur une infraction qui aurait eu lieu non pas au premier plan mais au dernier plan. Il peut s'agir aussi donc de vidéos de bonne qualité mais pour lesquelles un détail nous est demandé mais qui n'est pas visible à l'œil nu. Ça peut être un individu qui passe au loin et pour lequel on voudrait soit identifier son visage, soit obtenir un maximum de détails. Donc ça peut être des détails vestimentaires ou bien notamment pour un véhicule, essayer d'identifier la marque ou le modèle et au mieux la plaque d'immatriculation. Karine, experte en technologie numérique, a participé au développement de cet outil dit de super résolution. Dans une autre affaire que la nôtre, elle a par exemple été chargée d'identifier une plaque d'immatriculation filmée par une caméra de vidéosurveillance. Comment a-t-elle opéré ? Eh bien, elle a tout simplement superposé. On pose des repères sur toutes les images et ensuite on va venir additionner toutes les images par rapport à ce repère-là, pour recentrer sur le même axe. Image par image, Karine isole la plaque d'immatriculation du véhicule. Puis elle demande à l'ordinateur d'associer toutes les plaques floues.
Après plusieurs heures de travail, voilà le résultat. En bas, voici la plaque super résolue. Pas super lisible pour un œil non averti, mais très utile pour un expert. Nous pouvons distinguer certains caractères de la plaque d'immatriculation, ce qui n'était pas le cas sur les images brutes. 6, 7, 8. Les 3 premiers chiffres sont désormais lisibles. Pour les enquêteurs, c'est une véritable avancée car cela réduit considérablement le nombre de véhicules à rechercher. Et s'il n'y a pas de super résolution à faire, la vidéo renferme d'autres informations très utiles. Voyous, trafiquants et autres criminels, prenez garde aux experts des caméras. Dans cette autre affaire, les enquêteurs souhaitaient connaître la taille d'un suspect présent à l'image. Des experts sont retournés sur place et se sont servis d'une colonne, appelée toise, comme élément de référence. On va positionner cette toise là où passent les individus. Et grâce à ça, ensuite, on pourra tracer des lignes de repère avec toutes ces toises et pouvoir donc estimer leur taille. Sur la toise, tous les carrés noirs font 5 cm et sont distants les uns des autres de 5 cm. Ils servent de référence aux experts pour tracer des lignes qui correspondent au métrage réel du couloir. Une fois qu'on a tracé ces lignes-là, les toises, cette fois-ci, on va les enlever et on ne va plus que conserver les lignes de repère qui ont été tracées. Pour un résultat ultra précis, le logiciel de l'ordinateur est capable de calculer entre les lignes le nombre de pixels, ces petits points qui composent l'image. 258 pixels équivalent à 2 mètres. Et on va calculer donc sa taille en partant du talon, donc on n'hésite pas à zoomer. Reste à déterminer le nombre de pixels d'un bout à l'autre de l'individu et à faire un produit en croix. Mais si, vous allez voir, c'est bête comme chou. Donc en fait, j'ai tracé ma droite et l'ordinateur donc, va calculer le nombre de pixels entre les 2 points, donc soit 215 pixels. Grâce à mon repère, donc 2 mètres équivaut à 258 pixels. L'individu qui, lui, a été mesuré à 215 pixels est estimé à 166 cm. S'il avait été filmé, l'auteur de notre affaire de double homicide aurait très bien pu faire l'objet d'une telle expertise. Il n'empêche, grâce aux experts de l'INPS, les enquêteurs ont désormais des éléments très concrets pour mener à bien leur future investigation. Si on récapitule, les experts ont identifié une empreinte digitale nette et caractéristique, ainsi qu'une trace d'ADN laissée sur le couteau. Ils ont confirmé le lien entre une arme de poing retrouvée chez un suspect et celle utilisée lors du crime. Enfin, ils ont extrait de nombreuses informations personnelles contenues dans un téléphone et révélé la détention d'une quantité importante de stupéfiants issus d'un éventuel trafic de drogue. De quoi aider grandement magistrats et policiers qui mèneront bientôt l'enquête. Une aide qui pourrait se révéler décisive.